Eh bien, bienvenue dans le podcast de Saperni Poulette. Aujourd'hui, on est avec Emmanuelle Jarry dans un local assez particulier puisqu'on est au Festival des Terroirs où tu es la marraine. On a l'honneur de t'avoir dans notre podcast. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors, Emmanuelle Jarry, j'ai créé une émission qui s'appelle C'est meilleur quand c'est bon, qui est diffusée sur les réseaux sociaux. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine, 2026. Et précédemment, j'étais journaliste dans la gastronomie. Super. On pose un peu des questions pour apprendre à te connaître. Et déjà, on voulait savoir de quelle région tu viens et si tu devais être un ingrédient ou un plat de ta région et qu'on te cuisine, tu serais quoi? Alors moi, je viens d'une région assez proche d'ici, puisque c'est la Bresse, la Dombes, au nord de Lyon. Je suis née à Bourg-en-Bresse et j'ai pas grandi, mais mes grands-parents habitaient dans la Dombe, à Villars-les-Dombes, qui est la région de 1000 étangs. Et si je devais être un ingrédient, je serais des cuisses de grenouille que je pêchais quand j'étais enfant l'été avec mon père. Quand on revenait, on habitait à l'étranger, mais quand on revenait en vacances chez mes grands-parents, on allait soit dans les étangs, puisque c'est la région de 1000 étangs, soit ce qu'on appelait les botasses, qui étaient des trous dans les prés où les vaches allaient boire. Et là, il se développait des grenouilles qu'on allait pêcher. Donc je serais une cuisse de grenouille, enfin des cuisses de grenouille en persillade avec plein de beurre, de l'ail et du persil. Il est bientôt l'heure de manger, donc ça nous donne ça nous met en appétit. Tu nous as dit que tu étais là depuis quelques jours et que tu as fait le tour des restaurants dans Lyon. Saperni Poulette mélange à la fois, c'est ce qu'on te disait, le côté artistique et le côté culinaire. Si tu devais inviter un artiste dans un restaurant à Lyon, quel artiste ce serait et quel restaurant? Vivant ou mort, hein, tu peux avoir la magie du podcast. D'accord, j'inviterai la chanteuse Barbara, que j'adore, que j'ai beaucoup écouté, et je l'inviterai dans un restaurant que j'ai connu il y a une quinzaine d'années, où je suis retournée là récemment, qui s'appelle chez Hugon, qui va bientôt être débaptisé, s'appeler Les Vilaines, qui est un bouchon qui existe depuis 1937, qui a été toujours tenu par des femmes. Et là, donc, c'est deux femmes qui sont Paola, si ma mémoire est bonne, en salle, et Fatima en cuisine. Et vraiment, elles font une cuisine lyonnaise extraordinaire. Je crois que Barbara a été une bonne vivante, parce que je connais des personnes qui l'ont connue. Donc voilà, j'adorerais, et c'est une femme, aller dîner avec elle chez Hugon, bientôt Les Vilaines. Donc un repas de femmes pour chanter entre femmes et manger entre femmes. Plutôt beau programme. Et là, tu disais justement que ça va faire 10 ans, que vous allez bientôt fêter vos 10 ans l'année prochaine. Dans tous ces restaurants que tu as fait, toutes les personnes que tu as rencontrées, c'est quoi le plat le plus farfelu que tu as été amené à goûter? Farfelu ou qui t'est resté en tête? Oui, alors en fait, parce qu'avant de créer C'est meilleur quand c'est bon, j'ai été journaliste et j'ai parcouru de nombreux pays pour la presse écrite. Et je crois que peut-être le plat là qui me vient, que j'ai pas filmé mais qui était vraiment très étrange, c'était un couscous de bosse de chameau dans le désert mauritanien. Et la bosse de chameau, c'est très gras. Pour eux, c'était un mets. Alors ça, c'est toujours ce rapport assez étonnant dans la cuisine entre... c'est-à-dire le regard culturel qu'on peut porter sur les produits. Donc pour eux, c'était un mets extraordinaire. Pour moi, c'était assez dégoûtant. Je trouvais que ça sentait pas très bon. C'était très très gras, même si j'aime le gras, mais pas forcément ce gras-là. Et donc, mais c'était intéressant d'abord d'apprendre que le couscous, que la bosse de chameau se consomme. Oui, on boit du lait de chamelle, mais de la viande de chameau aussi dans le désert. Et puis de voir l'extase en fait de ces gens, alors que moi j'étais plutôt dans le dégoût. Et quelques jours après, avec le chauffeur avec qui on traversait le désert, on s'est arrêté dans un hôtel où on a mangé une cuisine un peu plus occidentalisée et qui était en fait du riz avec du poulet, et il n'a pas pu manger. Et en fait, quand j'avais du mal à manger cette bosse de chameau, il me disait, mais enfin, qu'il fallait la manger avec les mains. On mange en Mauritanie avec les mains, dans certaines parties du pays, notamment dans le désert. Et donc, il me disait, mais enfin, tu n'es pas ouvert, tu es journaliste, tu devrais être plus ouverte. Et je lui disais, mais tu sais, les aversions culturelles, culinaires, c'est très fréquent. Et quand on est arrivé dans cet hôtel et qu'il n'a pas voulu manger le poulet au riz, qui était plutôt cuisiné en plus à la sénégalaise, à l'africaine, je lui dis, tu vois, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas une histoire, c'est bon, c'est pas bon. Il y a vraiment le pays où on est né, le regard qu'on porte sur les aliments, ça crée quelque chose de merveilleux ou pas. Et j'ai un autre souvenir dans la forêt de Bornéo, où on avait été reçu dans une famille. Et le guide nous avait dit, écoutez, ça serait bien qu'on apporte quelque chose, comme on apporte un bouquet de fleurs, une bouteille de vin en France. Et on avait dit, qu'est-ce qu'on peut apporter? Et il nous avait dit, du serpent.
ça serait très bien. Donc on s'est arrêté dans un marché, acheté du safran, et ensuite qui a été cuisiné et tout. Donc voilà, ça c'est des choses assez intéressantes parce que pareil, ils étaient tellement contents comme quand on apporte une bonne bouteille de Bourgogne chez des amis. Regardez ça, avec étrangeté, pas forcément aversion au serpent, mais étrangeté, et ça c'est très intéressant, j'aime bien. Voilà. Donc ça c'est des choses étonnantes que j'ai pu goûter dans mes voyages. Ça s'achète vivant ou mort, un serpent? Là, je crois qu'il était vivant. Ouais, Okay. ouais. Et d'ailleurs c'était un peu compliqué dans le marché, il fallait connaître, les vendeurs se cachaient parce que c'était pas très bien vu. L'occidentalisation, l'uniformisation des goûts fait que même eux ils ont conscience que c'est pas forcément très bien, et peut-être qu'il y a des espèces protégées aussi. J'écrivais hier les légendes, en fait on a créé une revue après l'émission C'est bien quand c'est bon, et hier j'écrivais les légendes du prochain portfolio qui va être sur les cuisines de rue et donc je racontais justement pourquoi c'est intéressant pour nous les cuisines de rue, parce que là où il y a une énorme uniformisation dans les vêtements, beaucoup, dans plein de choses, même dans la restauration, la cuisine de rue c'est encore un des derniers bastions d'une identité culturelle forte. Moi qui ai vécu en Équateur, à Quito, il y a le marché des tripes. Oui. Et du coup, tu te dis, bon, bah, ok, nous, on ne mange pas forcément des tripes tout le temps. Il y a vraiment plein de stands de tripes. C'est ça, exactement. Mais c'est le plaisir de voyager et de découvrir plein de, exactement. de spécialités culinaires. La cuisine de rue, par opposition aux grandes chaînes qu'on connaît, que je ne parle pas là, mais enfin, que je ne veux pas nommer, mais qu'on connaît tous et qu'on voit partout, et ces marques mondiales, la cuisine de rue, les gens ne font pas de la cuisine internationale, ils font de la cuisine locale. Donc je trouve que c'est assez. Enfin, voilà pourquoi on s'intéresse beaucoup à ça aussi. C'est bien. Bon, on parle de local, au Festival des Terroirs. Justement, tu es la marraine. Qu'est-ce que ça signifie et représente pour toi d'être la marraine de ce festival? J'étais contente que Élise Grandier pense à moi, parce que c'est vrai qu'on a ce discours, j'ai dit ça fait bientôt 10 ans, avec Mathieu Pansard, avec qui je fais des vidéos, d'aller chercher, enfin on a ce discours dans nos vidéos, mais aussi cette démarche d'aller chercher. Alors, elle dit bien manger, moi je disais la bonne bouffe, mais en fait ça se recoupe, c'est-à-dire que la bonne bouffe c'est aussi. Enfin, dans la revue, on dit arrêtons de manger idiot, c'est la baseline de la revue, c'est ça, en fait, c'est cette idée de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière un produit. Hier, on a filmé à Vourles, donc dans le Rhône, mais à 15 km de Lyon, dans un restaurant qui fait uniquement de la viande française, et en fait, c'est de la viande qui est faite à moins de 3 km dans une ferme périurbaine. Et donc voilà, tout ça, on était content de mettre en avant ces personnes. Là, elle est présente là, sur le festival. Véronique, l'éleveuse. Et donc voilà, pour nous, c'est d'être marraine de cet événement, ça veut dire que peut-être on a conscience que c'est bien quand c'est bon, on défend ça, cette façon de manger en se posant la question de qu'est-ce qu'on mange, toujours avec le plaisir. Pour nous, c'est super important, cette notion de plaisir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je dis toujours que quand on a vu la tête d'un producteur, que ce soit de légumes, de viande, de fromage, on considère davantage l'aliment. Et ne serait-ce que, je pense au gaspillage. Moi, quand j'achète dans une ferme un morceau de fromage, je sais que jamais il pourra rester un bout et finir à la poubelle. Quand j'achète sous vide au supermarché, il m'arrive de jeter. Mais je n'ai pas le même rapport affectif au produit si j'ai vu les personnes qui ont produit l'aliment. On est d'accord, effectivement, sur ça. Le poubelle, c'est ce qu'on se disait. Il y a, quand on va dans un restaurant, on rencontre effectivement le ou la chef, mais on rencontre aussi le jardinier et la personne qui s'occupe de l'exploitation. Et effectivement, ça change tout parce que tu comprends pourquoi tu manges ça à un moment. Tu comprends aussi que, notamment un qui nous racontait, qui parlait du gaspillage, et qui disait, bah ouais, quand tu fais une betterave sur un marché, il faut qu'elle soit toute belle, toute magnifique. L'avantage quand tu as ton restaurant juste à côté, c'est qu'en fait, c'est un peu abîmé, tu enlèves ce qui est un peu abîmé, et le reste, c'est parfait pour ta soupe de betterave. Et du coup, sur cette réflexion de comment pas gaspiller du circuit court, de comment tu vas vraiment du champ à l'assiette, tout à fait. c'est quelque chose qui nous parle pas mal. Et on se demandait, parce qu'on sent qu'il y a tout un background qui fait que tu en es là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler peut-être des 3 dates clés jalonnées par la nourriture, peut-être, qui ont été des moments importants pour toi et qui font qu'aujourd'hui, il y a le succès qu'on te connaît Alors, c'est 1992, j'ai passé mon bac et mon père m'avait dit si tu as une mention au bac, je t'offre un 3 étoiles au Guide Michelin. J'avais jamais mangé dans ces endroits-là et j'en rêvais. Et comme j'étais originaire de la Drôme, j'ai choisi, donc j'ai eu une mention au bac. Et non, j'ai beaucoup travaillé les derniers mois pour avoir ça. C'était une vraie carotte. Et en fait, j'ai choisi Georges Blanc à Vona, qui vient de perdre sa 3e étoile après 40 années ou je sais plus de 3e étoile. Mais donc voilà, et c'était un grand moment parce que
Alors on a très très bien mangé et je m'attendais à très bien manger, mais je n'avais pas soupçonné ce que pouvait être la complexité du service. Et ça a été quelque chose d'extrêmement marquant. Il y avait des cloches, il y avait évidemment des sommeliers, des maîtres d'hôtel, des chefs de partie, des chefs de rang, non chefs de partie sans cuisine, chefs de rang en salle, des commis qui apportaient les plateaux. Et donc ça, ce ballet auquel j'ai assisté, ça m'a sidéré. Je crois que j'ai très peu parlé pendant le repas parce que j'avais 18 ans, j'étais sidérée par ce qui se passait. Et qui m'a donné envie ensuite de travailler sur la haute cuisine française, la grande restauration, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Donc je crois que c'était le 14 juillet 1992. Ensuite, le 20 mars 1998, quelques années après, j'ai goûté une truffe fraîche avec mon père, toujours dans un grand restaurant parisien qui s'appelle l'Ambroisie, place des Vosges. Et en fait, on était vraiment. Bon, j'avais déjà lu beaucoup de choses sur la cuisine et on parlait beaucoup de la truffe. J'avais goûté un petit peu, mais c'était peut-être, je sais pas, des truffes qui n'avaient pas beaucoup de goût. Et avec mon père, on se posait la question de savoir pourquoi tout le monde s'extasiait devant la truffe. Je reviens juste sur ce que j'ai dit précédemment. Donc j'ai choisi après ce restaurant de travailler sur j'étais en anthropologie, en ethnologie, et donc de travailler sur la haute cuisine française. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les pratiques de service dans un grand restaurant, et c'était Lucas Carton, place de la Madeleine. À l'époque, il y avait Alain Sandrin, il avait 3 étoiles et c'était vraiment une très grande table. Et le service était très particulier, enfin, était particulièrement soutenu. Ensuite, 98, le 20 mars, j'ai goûté ma première truffe fraîche, l'Ambroisie. Et là, ça a été un choc gustatif. Et avec mon père, on s'est dit, ah, on comprend pourquoi tout le monde tout le monde s'extasie devant ce champignon. Il se trouve que mon père est un cueilleur de champignons et j'ai beaucoup été, notamment, à la pêche avec lui, mais aussi dans les bois cueillir des champignons. Et donc on se disait, bon voilà, c'est un champignon à part. Et à la suite de ça, j'ai choisi de faire un débat d'anthropologie sur la trufficulture dans le sud-ouest de la France. Donc voilà. Et ensuite, quelle pourrait être la troisième date? Ah bah si, ça va être octobre-novembre 2016, j'ai pas le jour précis, où on a peut-être lancé notre première vidéo, C'est meilleur quand c'est bon, avec Mathieu Pinsard. Et justement, qu'est-ce que c'est meilleur quand c'est bon? Et comment est venue l'idée? Ouais, l'idée elle est venue simplement parce que donc Mathieu est mon mari et moi j'étais journaliste dans la presse écrite, lui il travaillait pour Arte Reportage, il faisait des documentaires géopolitiques depuis des années, à la télévision en général, mais en particulier Arte. Et un jour je lui ai dit écoute, si on allait au restaurant et que tu me filmais pendant que je mange, il a trouvé que c'était pas très intéressant, mais pour me faire plaisir, comme c'est mon mari, il a dit ok, continuez. C'est beau ce que peut faire l'amour. Et puis j'ai dit si, parce que moi j'ai des choses à dire et j'arrive pas à m'exprimer comme je voudrais dans la presse. Il y avait eu un petit événement qui m'avait un peu énervé, c'est que j'avais écrit une chronique sur un restaurant où j'avais été assez critique, négative, et puis ça avait été changé en critique positive. Et donc j'avais dit tiens, je peux pas vraiment faire ce que je veux. Et donc voilà, c'était. Et à l'époque, on pensait filmer des restaurants en disant c'est bien, c'est pas bien. On l'a fait une fois, et en fait, Mathieu m'a dit c'est tellement de travail, une vidéo. Est-ce qu'on n'irait pas que vers ce qu'on aime? Parce que faire 4 jours, enfin 5 heures de tournage plus 3 jours de montage. À l'époque, on montait moins vite pour dire bah non, c'est pas terrible. On trouvait ça pas. Voilà. Donc au départ, c'était ça, c'était aller filmer des restaurants que j'aime et pouvoir faire passer des idées que je faisais passer comme ça au fil des vidéos. Quoi. Il y a une vidéo dans laquelle on a filmé dans un bureau et puis j'ai mangé de la viande et après on est allé voir les vaches ou avant et les gens m'ont dit mais comment vous pouvez aller caresser les vaches et les manger ensuite? Ouais. Donc dans une vidéo après j'ai dit mais parce que l'histoire de l'humanité, la sédentarisation et tout ça, c'est l'agriculture, c'est l'élevage et donc c'est pour ça que ces vaches existent et ont été élevées. Donc j'ai pu commencer comme ça grâce à ces vidéos à la fois présenter des restaurants que j'aime et aussi faire passer les messages que j'avais envie de faire passer. Oui. Non, je prie. Du coup, ça se passe comment en coulisses? Comment la logistique, vous partez sur le terrain combien de temps? Alors soit on peut faire un aller-retour dans la journée quand on va filmer, je sais pas, à Lille ou à Reims. Je dis ça parce qu'on est allé pas mal, parce que c'est à 1 heure de Paris. Et puis là, on est à Lyon depuis mercredi, aujourd'hui on est samedi, et voilà, on est parti 4 jours. Il y a 15 jours, on était une semaine, du lundi au vendredi ou samedi à Toulouse. Et on a filmé à Toulouse et un peu tout autour. Donc voilà, en fait, la logistique, c'est que alors, il faut trouver le plus difficile en fait dans C'est meilleur quand c'est bon, c'est de trouver les établissements, les bons établissements, parce qu'au départ, j'en avais énormément, puisque ça faisait 20 ans que j'étais journaliste pour la presse écrite, pour des magazines de cuisine. Et puis maintenant, je les ai un peu filmés, ceux que j'aimais, certains ont fermé.
Et donc je cherche, voilà, la difficulté c'est de trouver les bons établissements et après c'est vrai on sait faire quoi. On doit être à 500 vidéos, ça fait 10 ans. Quand un endroit me plaît, je sais comment le présenter, on sait faire le montage et tout ça. Et vous êtes toujours que tous les deux? Vous avez gardé ce format-là où c'est lui qui te filme? Ouais, parce que, et d'ailleurs on réduit de plus en plus la caméra, on avait les plus grosses caméras au début, plus la caméra est petite et discrète, plus les gens se livrent, moins c'est impressionnant pour eux. Là on a d'autres projets que j'en parle pas encore, mais qui seront plus en plateau et en fait Mathieu est en train de réfléchir à avoir non pas des chefs opérateurs mais des caméras qui sont contrôlées par l'IA pour que justement on est là, qu'il y ait le moins de monde possible, parce qu'en fait à un moment donné on a même pensé prendre un preneur de son, mais on s'est dit s'il y a quelqu'un avec une perche pour prendre, enfin ça change tout, ça change le service, ça change tout. Donc bon, Mathieu est geek, hein, donc il s'est équipé au fil des ans. Je crois que maintenant il a les meilleurs micros, les meilleures caméras, enfin il sait exactement, voilà, on a plein de... Techniquement, il est fort. On rejoint sur ça parce que nous, c'est les questions se sont posées, nous on est deux aussi, on se filme aussi, et quand on a réfléchi au projet, comme un peu ce que tu dis, pour nous l'importance du regard, de pouvoir être avec la personne vraiment à 100%, et c'est pour ça que nous on a une petite caméra qui est grande comme une brosse à dents, qui est là, qui est juste en face, vraiment tout petit, mais c'est important parce que comme tu dis, le rapport change radicalement. Et parce que c'est impressionnant en fait d'avoir d'avoir une grosse caméra sur soi, donc si tu veux avoir l'échange le plus authentique possible, on comprend très bien ce côté. Mathieu qui a longtemps travaillé pour la télé, il avait des caméras énormes, là, des caméras qu'on voit sur l'épaule, et c'est sûr qu'il me dit les personnes tout de suite il y a quelque chose d'un peu violent aussi d'être arrivé comme ça. Bon. Aujourd'hui, la technique fait, l'évolution des médias, enfin des appareils fait qu'on peut même filmer des choses extraordinaires avec un iPhone. Même, je connais des journalistes au Figaro Magazine qui ont fait des reportages sans le dire avec le dernier iPhone de photo, l'ont rendu et personne ne l'a vu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important? C'est pas tant la technique, elle est là comme support, mais c'est le regard. Et lui, c'est quelqu'un qui a un regard sur le monde et qui s'est cadré et qui fait des très belles photos, même avec un iPhone. Et je pense que Mathieu, ce qui le caractérise, en dehors du fait, évidemment, que ça fait 20 ans ou 25 ans, et peut-être 30, il qu'il est chef-op réalisateur. Donc, mais en fait, tout ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va chercher chez la personne qui nous parle et qu'est-ce qu'on veut montrer, l'intention. Nous, on demandait, du coup, ça s'appelle Séminaire quand c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est justement le bon pour toi? Alors moi déjà il y a la notion de plaisir qui est très importante, mais c'est vrai que je dirais que c'est assez intéressant, le bon aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 10 ans, parce que j'avais 43, j'en ai 52, donc ça fera 10 ans l'année prochaine, j'en aurai 53 mathématiquement, et donc le bon aujourd'hui c'est quelque chose qui me laisse après le repas quand même bien. Avec l'âge je peux plus manger autant, je peux plus manger aussi gras, aussi lourd, je peux plus boire autant. Donc je bois moins, mais j'adore boire du vin. D'ailleurs, j'adorerais que le vin n'ait pas d'alcool. Aujourd'hui, les vins sans alcool ne sont pas bons à mon sens. Pour l'instant, il y a plein de recherches et développements qui sont en train de se faire. Mais, mais pour l'instant, l'alcool fait, les vins qui sont bons ont d'alcool, mais je ne peux plus boire autant qu'avant. Donc avant, il y avait quand même quelque chose plus de, pas de quantité, mais quand même, j'aimais bien avoir un repas copieux, qu'il y a quelque chose où après le repas je m'endors, je fais une sieste. Maintenant non, j'aime me sentir encore en forme et tout ça. Donc le bon, c'est très important. Après il y a ce plaisir immédiat, gustatif comme ça du palais, des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'il y a derrière le produit. Et il m'est arrivé de ne pas trop aimer certains produits, et quand on m'a raconté l'histoire, je les ai aimés. Ça m'est vraiment arrivé. Moi je trouve que ça donne toute la puissance d'un produit. On est curieuses toutes les deux quand on te raconte pourquoi il y a cette asperge ou ce produit-là sur la table, même si tu l'aimes pas forcément. Vraiment. Connaître toute son histoire donne toute la puissance au produit. Vraiment. Et je pense par exemple à un produit, les poires tapées. Qu'est-ce que c'est? Alors les poires tapées, c'est joli. Les poires tapées, en fait, c'est une façon de conserver les poires en les séchant dans un four. C'est des fruits secs. Et sauf qu'à la fin, comme il reste près des pépins toujours des petites zones d'air, on les tape pour enlever l'air, et c'est ça qui permet une très 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 longue conservation de plusieurs années. Et donc c'est des fruits secs, comme des abricots secs, etc., qui sont produits vers Tours, en Touraine, par là-bas. Et quand je l'ai goûté comme ça, c'est bon, et connaître toute l'histoire, que ça a été une façon pas millénaire, mais
pluricentenaire de récolter à une époque où il y avait énormément de poires, par exemple, ou de pommes. On fait aussi des pommes tapées, mais aujourd'hui il y a plus de poires. On a inventé des fours, on a inventé cette méthode de tapage pour conserver les produits autrement qu'en confiture, avec du sucre. Voilà, et les personnes qui continuent à en faire, il y en a très très peu. À Hérin, à la maison Hérin, je crois, quelque chose comme ça. Là, il faudrait que je cherche. On ira regarder. Ouais, et en tout cas, voilà, la personne m'a raconté, j'ai vu faire dans les vieux fours, j'ai vu le tapage, et après j'ai goûté le produit. Voilà, maintenant, quand je mange des fruits secs, j'aime bien manger des poires tapées. Ah bon, on ira voir, on ne connaissait pas trop ça. Pour les randonnées, ça peut être sympa. Ouais, franchement, oui, bien sûr. La dame qui les fait, elle fait énormément de randonnées, même à l'étranger, elle part toujours avec son sac de poires tapées. Elle dit, quand on est dans le désert, n'importe où, il n'y a pas beaucoup à manger, c'est très énergétique, donc c'est vraiment bon. Ok, on ira voir. Et tout à l'heure, on parlait de femmes, femmes dans le milieu culinaire. On a tapé hier sur Internet, critique culinaire. On voit plein d'hommes arriver à l'avant. Toi, tu arrives à un moment, mais il faut scroller. Et même chose pour les femmes dans le milieu de la cuisine. On sait que c'est sous-représenté. Toi qui es dans le milieu depuis des années et qui a fait le tour de plein de restaurants en France, des restaurants traditionnels, est-ce que tu as vu une évolution ou pas forcément? Alors là, comme ça, je ne saurais pas visuel. Enfin, là, je pense que les chiffres montrent quand même qu'il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qu'il y a encore 10-15 ans. Effectivement, ça reste un milieu d'hommes. Ce que montrent les études de sociologie, c'est que les femmes, pourtant, sont attachées à la cuisine, puisque c'est elles qui cuisinent, mais dans l'espace domestique. Et que, comme dans tous les domaines, quand il s'agit d'un métier, qu'on passe du côté du prestige, c'est les hommes qui. Là, on est quand même dans le patriarcat pur. C'est les hommes qui prennent les rênes de la cuisine. Mais bon, voilà, on a des beaux exemples. Anne-Sophie Pic, elle n'est pas très loin, Hélène Darroze, enfin plein de femmes, et puis d'autres qui sont moins connues. Mais là, on sort un hors-série Tour de France, avec le Tour de France, l'événement sportif où on est allé. Donc il y a un Tour de France féminin, il y a celui des hommes, mais il y a aussi celui des femmes. Et le parcours, il part à peu près de Bretagne pour arriver dans les Alpes, donc ça fait une diagonale. Et on a fait tout un sujet qui sort fin juin, un moment une semaine avant le début du tour, on l'a appelé la diagonale des femmes, où là on a chroniqué que des femmes restauratrices, productrices, éleveuses, etc., ou vigneronnes. Et donc, quand même, il y en a. Si on cherche, il y en a. Mais c'est sûr que dans la haute cuisine, en tout cas, ça a été... Alors, on a dit c'est parce que c'est plus difficile, pas du tout. Les mères lyonnaises, j'en parlais tout à l'heure, la mère Lebon, mais la mère Brasier, etc., c'était des femmes fortes, qui avaient beaucoup de personnalité et puis même de puissance physique pour porter des chaudrons et tout. Donc non, je crois que c'est parce que comme c'était du côté du prestige, la haute cuisine française, donc la femme elle reste à la maison, elle élève les enfants et elle cuisine de façon domestique. Et, donc oui, je pense qu'il y a quand même une évolution comme dans tous les domaines de la société, mais ça reste encore quelque chose à accomplir. C'est pas totalement achevé, l'égalité entre hommes et femmes. C'est chouette que justement dans votre prochain hors-série, du coup, on ira voir. Ouais, franchement, il y a c'est pas évident et du coup, c'est chouette de mettre la lumière surtout. Tous les pigistes, là, on leur a demandé, on est une dizaine. Moi, j'ai fait Paris et puis Toulouse et puis d'autres pigistes. On fait, voilà. Alors ça, c'était pour le tour masculin, mais il y a eu plein de pigistes qui ont travaillé sur la diagonale des femmes et voilà, c'est super. C'était l'idée de Sophie Giannoni, qui est la rédactrice en chef de la radio. Eh ben, on ira voir du coup une semaine avant. Ouais. On pourra regarder le Tour de France de vélo en Canada, parce qu'on ne savait même pas que ça existait. Ouais, franchement, c'est chouette d'en parler aussi. Ouais. Double bonne idée. Dans le podcast Apéro Poulette, on aime bien faire une petite question chiffre. Et du coup, tout simplement, est-ce que tu peux nous dire en quelques chiffres, c'est quoi c'est meilleur quand c'est bon? Ah, alors bon, j'ai déjà dit les 10 ans. Qu'est-ce que c'est? Il y a quand même l'audience. Si on cumule toutes les plateformes où on est diffusé, on a 2,5 millions d'abonnés. Alors je crois que la plus grosse c'est Facebook avec 1,4 million. Puis après il y a 500 000 à peu près sur chaque TikTok. Et qu'est-ce que l'autre s'appelle Instagram. Et puis les réseaux sociaux. Et aussi YouTube où il y a 200 000 abonnés. Donc ça fait ça à peu près. Qu'est-ce que c'est d'autre? 500 vidéos, et c'est surtout maintenant donc cette revue trimestrielle qui existe depuis 2 ans. Alors un trimestriel donc tous les 3 mois, 4 revues par an, et il y en a, c'est le numéro 9 qui arrive en juin, plus leur série. Voilà, ça vous va? C'est parfait, on a plein de on est rassasiés.
Et on a vu, du coup, tu nous parlais de voyage au début, de tes études d'ethnologie. Donc il y a quand même cette ouverture vers le monde. Pour l'instant, de ce qu'on voit dans ces meilleurs quand c'est bon, tu fais le tour de France. Est-ce qu'il y a cette envie d'aller à l'étranger ou pas forcément? Alors en fait, on a commencé à l'étranger. On a commencé en France à l'étranger, puisque les premières années, on est allé au Japon, on est allé à Hong Kong, on est allé à New York, je sais plus où, en Italie. Enfin bon, on a pas mal voyagé. Et puis, je me souviens surtout quand on est arrivé dans le nord du Japon, dans l'Hokkaido, où j'étais jamais allée, je connaissais le Japon, mais pas l'Hokkaido. C'est immense, hein. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4 vidéos, 5 vidéos, même si on en fait 10, puis on va revenir et on n'aura pas vu le quart de la moitié de l'Hokkaido ni du Japon. Pareil à New York, j'ai eu cette impression un peu vertigineuse de me dire cette ville que j'adore, qui est immense, tellement grande et où il y a des restaurants partout. Et donc en revenant, c'était fin 2018-2019, j'ai dit à Mathieu, je pense qu'on va rester en France parce qu'il y a tellement de choses à voir en France. Vous voyez, par exemple, c'est la 9e année, on n'a encore jamais tourné à Bordeaux. Donc les Bordelais ne comprennent pas, à juste titre, nous non plus. Et on va y aller là cette année. Donc voilà, c'est pas tant que ça m'intéresse pas, c'est qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus que 2 et qu'il y ait des équipes partout. On y avait pensé, peut-être que ça se fera, mais voilà, c'est pour l'instant la France. Alors on est allé en Espagne là parce que c'était l'année de la gastronomie en Catalogne, qui était région mondiale de la gastronomie, donc on est allé filmer en Catalogne. On va retourner, je pense, un peu en Italie, à Londres, où j'étais l'année dernière, il y a à peu près un an, et vraiment il y a des restaurants extraordinaires, donc capitale européenne. Mais j'ai pas assez encore quadrillé la France pour partir à l'étranger. Et puis comme j'ai beaucoup voyagé avant, ça me manque pas en fait. J'ai découvert beaucoup de choses et je trouve qu'en France il y a pas mal de choses à faire. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a commencé en France et que justement c'est un avis que toi de se dire mais en fait il y a plein de belles initiatives en France, il y a plein de gens qui font des choses absolument formidables et on a la chance d'avoir un pays hyper riche. Le Festival du Terroir peut vraiment en témoigner, exactement. Et du coup, peut-être pour la dernière question, donc nous, comme on disait, on se balade en van en France justement. Si on devait te prendre une journée avec nous dans notre van et tu devais nous emmener à un coin que tu affectionnes particulièrement en France, non, quelque part, tu nous emmènes où? Et pas forcément manger. Oui, non, alors j'irai pas dans un endroit que j'affectionne, mais plutôt un endroit où j'aurais de découvrir, c'est les ortillonnages du nord de la France. En plus, vous avez les légumes, c'est il y a des anciens jardins au bord de l'eau où on cultivait les légumes et il y a des bateaux qui passent et tout. Et j'ai beaucoup, quand j'étais dans la presse écrite, encore j'avais envie d'aller faire des reportages là-bas, puis je suis pas pour des raisons que je me souviens plus, ça s'est pas fait. Mais je vous emmènerai dans les ortillonnages vers Amiens. Ok, c'est génial, surtout qu'on ne connaissait pas du tout. Ouais, je pense que je suis passée comme ça une fois, mais c'est. J'aimerais explorer ça. Ouais, il y a plein de traditions, pourquoi c'est là, pourquoi ça existe, des jardins ouvriers, de légumes, voilà, j'adorerais voir ça. Eh ben, on prend une date et on t'emmène. On va t'embarquer dans le Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, merci à vous. En tout cas, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est un super moment et bon festival des tartares parce que tu as un super programme qui t'attend. Ouais, je vais aller déguster des tartares. Ah, ça, nous aussi. Non, je suis pour la dégustation. Ah oui, vous venez aussi? Peut-être juste pour goûter. Ah oui, d'accord. Parce qu'on fait un petit batteur du déjeuner. Ouais, c'est ça, on a faim. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.